Donc, l'auto-formation à la bureautique dans les bibliothèques, quel public cible? Qui va être intéressé dans les bibliothèques par l'auto-formation? Donc, on va voir ça en plusieurs étapes. Euh, si j'ai pas de bug. D'accord. Ah. Donc, première étape, je vais vous présenter rapidement vos déclics. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour ceux qui connaissent, c'est juste une petite piqûre de rappel. Euh, la formation à la bureautique pour tous, pourquoi? Donc on va voir quelles sont les différentes raisons qui font que la formation à la bureautique est un enjeu clé à l'heure actuelle dans notre société. On va essayer d'identifier quelques publics cibles. Alors on va être loin d'être exhaustif, bien sûr, on pourrait être beaucoup plus précis statistiquement, hein, mais on va prendre trois catégories larges qui sont représentatives et qui vont pouvoir vous aider à identifier quels sont les besoins de chaque catégorie et quels peuvent être les besoins de chaque catégorie. Enfin, on va parler un petit peu de vos déclics, évidemment, et de voir comment est-ce que vos déclics permettent de s'adresser à tout le monde, en fait. Et enfin, une série de questions-réponses. Donc, dans un échange où vous allez pouvoir me poser les questions par écrit et j'y répondrai à l'oral. Voilà. Alors oui, première question de Monsieur Foucaï auquel je réponds tout de suite. Aura-t-on accès au contenu du cours ou doit-on prendre des notes? Alors, vous aurez accès au contenu du cours et on vous enverra un lien vers la vidéo YouTube qui retransmettra le webinaire qui est enregistré en ce moment. Néanmoins, prendre des notes, ça vous aide à augmenter votre taux de mémorisation. Donc c'est toujours bien, et puis ça vous permet de reformuler avec vos propres termes. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Vos déclics, nous sommes une société spécialisée dans l'auto-formation à l'informatique. En effet, quand on fait de la bureautique chez vos déclics, on parle de bureautique au sens très large. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas au seul Word, Excel, PowerPoint, mais que la bureautique pour nous, c'est toute application ou logiciel que vous pouvez ouvrir à partir du bureau de votre ordinateur. Les sites internet, les navigateurs internet, votre antivirus, les systèmes, les logiciels de retouche photo, les réseaux sociaux, etc. Tout ça fait partie de la bureautique chez vos déclics. Donc on est une application en mode SaaS. Je réexpliquerai, je reviendrai sur ce qu'est le SaaS un petit peu plus tard. C'est un vilain acronyme qui veut dire Software Application as Services. En gros, ça veut dire que votre application n'est plus hébergée sur votre disque dur de votre ordinateur, mais bien en ligne sur le web, et que cette application, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, mais que rien n'est installé directement sur votre ordinateur. Donc c'est une application en mode SaaS en accès illimité, d'accord? Donc on ne contrôle pas du tout votre temps d'accès ou votre utilisation de vos déclics, vous faites vraiment comme vous voulez. On gère les formations et les référentiels de formation chez vos déclics, puisqu'on a une équipe de 10 personnes qui sont chargées de créer les formations au quotidien. Donc c'est 10 personnes qui travaillent à temps plein chez nous et qui se partagent 4 studios d'enregistrement, ce qui nous permet de sortir entre 300 et 400 nouveaux modules de formation tous les mois en français. On doit même avoir atteint les 500 maintenant. Et donc qui nous permettent également de gérer tout l'aspect pédagogique et d'avoir une vraie cohérence pédagogique à l'intérieur de la plateforme. En parlant de pédagogie, il crée aussi les services pédagogiques, donc les exercices, les prises de notes, les évaluations, tout ça, c'est aussi produit en interne et mis en place et au service de nos clients pour compléter notre plateforme de formation. On va gérer et vous donner accès à un module, une plateforme d'administration, qui était d'ailleurs le sujet du webinaire du mois dernier. Et cet outil de gestion et de reporting vous permet de suivre, vous en tant qu'administrateur, l'utilisation de vos déclics dans la bibliothèque.
Cinquième point plutôt, le déploiement et l'intégration, et non des moindres. Je pense que ça avait fait l'objet d'un webinaire il y a quelque temps, je pense que ça refera l'objet d'un webinaire. C'est comment est-ce qu'on intègre vos déclics à l'intérieur de votre portail documentaire, de vos posts informatiques, de votre structure, pour que la consultation se fasse le plus aisément possible et que l'utilisateur final, hein, qui est en fin de compte, en dernière analyse, celui que doit satisfaire vos déclics, comment est-ce qu'on lui permet d'accéder le plus facilement à la plateforme de formation. Quelques chiffres clés. Donc, c'est une société qui a été créée en 2007 en France. On est donc 25 collaborateurs maintenant. On a plus de 18 000 formations disponibles. 4 000 clients institutionnels, ce qui nous monte à 285 000 utilisateurs actifs à travers le monde. Et pour ce qui concerne les bibliothèques, eh ben, on a dépassé les 200 bibliothèques clientes de vos déclics en France, en Belgique, au Québec et en Suisse. Donc, on va rentrer et je vais vous montrer un petit peu que vos déclics a une expertise pas seulement sur le marché des bibliothèques, ce qui est déjà intéressant, hein, c'est un marché historique pour nous, puisqu'en fait, c'est les premières institutions auprès desquelles on a commercialisé vos déclics étaient les bibliothèques médiathèques. Mais depuis, en fait, on touche plusieurs marchés. Donc les entreprises et les collectivités locales que j'associerai avec les centres de formation pour ce qui est de la formation professionnelle. Donc, on se met dans ces institutions pour former les salariés à l'utilisation de la bureautique. On est aussi présent dans le domaine de l'éducation auprès des universités, des écoles de commerce pour former les étudiants. J'y reviendrai d'ailleurs au cours de la présentation. Et enfin, le grand public, évidemment, en direct via www.vodéclic.com, où les gens, à l'aide d'une carte bleue, peuvent se connecter et avoir accès à la plateforme. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Je vous explique ça tout simplement pour vous montrer que on voit beaucoup d'apprenants et beaucoup de typologies d'apprenants. Déjà en bibliothèque évidemment, puisque on touche directement le grand public à travers vous, mais qu'on a aussi accès à d'autres typologies via en particulier l'éducation ou les entreprises, qui nous permettent de voir beaucoup de besoins différents du point de vue des utilisateurs de la bureautique. Donc, aujourd'hui, en France, on a grosso modo 45 millions d'utilisateurs de la bureautique. Ça touche vraiment tout le monde. C'est-à-dire que, hormis les enfants en bas âge et les personnes très très âgées, tout le monde est impacté par la bureautique. Tout le monde, à un moment donné ou l'autre de sa vie, est confronté au fameux www.quelque chose. Les services en ligne administratifs sont de plus en plus présents, etc., etc. Donc en fait, on ne peut plus parler de non-utilisation des outils informatiques. D'ailleurs, les derniers chiffres en ce qui concerne les taux d'équipement de taux d'équipement des ménages en France par les outils informatiques, il y a plus de 80% ou 85%, je crois que c'est quelque chose comme ça, des ménages qui possèdent un ordinateur à la maison, hein. Et même si on parle d'accès en mobilité via les smartphones, c'est à l'heure actuelle 55% des, euh, des utilisateurs, enfin des Français qui possèdent un smartphone ou un accès mobile à l'Internet. Donc on parle vraiment d'une diffusion très très large de la bureautique et tout le monde y est confronté. Alors, je vais vous montrer quelques chiffres très rapides. Alors, ce sont des chiffres qui sont tirés pour le premier d'une étude européenne où 47% des Européens disent se juger incompétents sur les nouvelles technologies. En France, on est même un petit peu au-dessus, puisque le chiffre français est à 49%. Donc c'est une étude qui date de 2012, donc pas si vieille que ça. Ce que ça montre, c'est que malgré la diffusion de la bureautique dans la vie de tous les jours, on a quand même plus de la moitié
des personnes qui se jugent incompétentes et qui jugent qu'elles n'ont pas un niveau de formation suffisant. Alors, quand on compare aux chiffres du CREDOC sur le taux de pénétration des outils bureautiques, hein, avec les 80% des ménages équipés, on voit que c'est que sur ces 80%, eh ben, on a la moitié qui se jugent incompétents. Et donc la fracture numérique qui était jusqu'ici une fracture d'appareillage, est en train de se décaler vers une fracture de la connaissance et de la formation. Donc ça, c'est très important. Le deuxième chiffre est aussi éloquent par rapport à ça, hein, ce sont des chiffres de l'INSEE, donc sur la formation professionnelle cette fois-ci. Et donc, en moyenne, les salariés d'une entreprise, d'une institution, peu importe, un salarié, accède une fois tous les 18 ans à la formation à la bureautique. Une fois tous les 18 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait une formation cette année, bah, la dernière fois qu'il a eu une formation, c'était en 1996. Donc je vous laisse un petit peu repenser à votre ordinateur en 1996. Internet existait à peine et Google n'existait pas. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose qui était radicalement différent et je pense que les évolutions ont été majeures. Enfin, 90% des emplois requièrent des compétences informatiques de plus en plus poussées. Je vais prendre un exemple que je connais bien, hein, parce que je travaille sur le secteur public, je travaille sur la formation professionnelle auprès de pas mal de mairies. Et il y a des publics comme le personnel de cantine, par exemple, ou les personnels des voiries, qui jusqu'ici n'étaient pas du tout touchés par l'informatique, et ben de plus en plus, on leur demande de rendre des rapports par mail, sur Excel ou sur Word, et donc ce sont des métiers qui il y a 4-5 ans n'étaient pas du tout touchés par la bureautique et qui maintenant le sont de plein fouet avec des contraintes de formation qui sont importantes. Voilà. Donc, je vais ici voir et montrer que une nouvelle ère de la formation et de la bureautique et de l'informatique en général a commencé, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont valables aujourd'hui, qui n'étaient pas valables il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Euh, le premier point qui est important quand on parle de formation à la bureautique, c'est de constater que l'homme de Cro-Magnon de la bureautique est en train de disparaître. Qui est l'homme de Cro-Magnon de la bureautique? L'homme de Cro-Magnon de la bureautique, c'est quelqu'un qui n'a jamais vu un ordinateur de sa vie, qui ne sait pas se servir du clavier et de la souris. Il en reste. Il en reste encore pas mal, en particulier parmi les retraités, hein, qui font partie des publics cibles qu'on verra tout à l'heure. Mais néanmoins, pour toute la population, je dirais active, population qui a moins de 50 ans, ou moins de 60 ans, tout le monde a été confronté à utiliser un ordinateur dans, son, euh, dans son quotidien. Et plus on baisse évidemment dans les tranches d'âge, plus la chance de rencontrer quelqu'un qui n'a jamais eu accès à l'informatique est faible. J'ai bien dit faible, hein, pas inexistante, qu'on s'entende bien. Hein, c'est pour ça que le présentiel sera toujours important. Néanmoins, la disparition de cet homme de Cro-Magnon veut dire que les formations en présentiel, pour ces gens-là, sont de plus en plus obsolètes et qu'il faut leur apporter une réponse qui corresponde à leurs besoins, des besoins d'utilisation de la bureautique qui sont aussi variés qu'il y a de personnes, hein, grosso modo. Voilà. Le deuxième point, donc ça c'est une tendance hein, qui est à l'heure actuelle et qui va se renforcer au fur et à mesure du temps, c'est l'explosion de la bureautique en mode SaaS. Donc le mode SaaS, hein, c'est comme Vodéclic, c'est une application entièrement en ligne. Alors pour l'instant, on va surtout penser à des choses comme Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Mais il faut bien voir que Google, toutes ces suites bureautiques du Google Drive est entièrement en ligne, que la dernière version de Microsoft, Microsoft Office 365, c'est pareil, vous ne l'installez plus sur votre logiciel, mais vous l'installez bien, euh, vous l'avez bien pardon, en accès directement via Internet. D'accord. Donc, ça a une signification claire et nette, c'est que le versionning est fini. Il est fini
où il est tout près d'être fini, le temps où vous installiez un logiciel sur votre ordinateur et que votre logiciel ne bougeait pas pendant le temps qu'il était installé. Hein, si vous, à la maison, vous avez Microsoft Office 2003, par exemple, bah, vous pouvez toujours l'utiliser. Il n'a pas changé. Ça veut dire que la formation initiale que vous avez eue, que vous aviez prise il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, sur ce logiciel, elle reste valable. D'accord. La manière dont vous utilisez Excel 2003, elle n'a pas changé. Les logiciels n'ont pas changé. Avec le SaaS, vous n'avez plus le versionning, c'est fini. C'est-à-dire que vous allez acheter une version de Microsoft Office, et en fait, c'est plus vous qui allez décider de changer de version, c'est Microsoft qui va vous pousser le changement de version. Hein, c'est le cas avec Google. Je vais prendre l'exemple de Facebook. Facebook, c'est flagrant. Vous avez un Facebook qui change, c'est pas vous qui décidez de le changer, c'est Facebook qui décide de changer. Et ça va venir et ça va être le cas pour tous les logiciels. Clairement, c'est la grosse tendance et dans 5 ans, vous aurez non plus 40% d'applications en SaaS et le reste installé sur votre bureau, mais vous aurez 80% d'applications en SaaS et le reste installé sur votre bureau, enfin sur votre ordinateur. D'accord. Donc ça, c'est un changement majeur en ce qui concerne la formation, parce que ça veut dire qu'il va falloir que vous accédiez à la formation beaucoup plus souvent. Troisième point, c'est alors le Bring Your Own Device. Encore un acronyme anglais. Je suis désolé, on est en informatique, on en a beaucoup. Moi, je parle de convergence des usages. Qu'est-ce que c'est que la convergence des usages? C'est qu'en fait, il y a quelques années, quand vous travaillez, on vous fournissait un ordinateur de bureau, d'accord? Ce sera toujours le cas, ça, hein, faut pas rêver, mais en fait, vous allez de plus en plus utiliser vos outils et vos appareils personnels pour travailler. Combien d'entre vous consultent leur mail, ou combien de vos collègues, ou combien de personnes de votre entourage consultent leurs emails à partir de leur smartphone personnel? Beaucoup. Et avec l'émergence du télétravail et des gens qui vont de plus en plus travailler à partir de chez eux, hein, même dans des petites structures type PME, très petites entreprises, vous allez avoir de plus en plus de gens qui vont utiliser leur ordinateur personnel pour se connecter à des usages de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous devez pouvoir utiliser n'importe quel logiciel à partir de n'importe quel appareil. Et on sait que ces différents appareils, ils n'ont pas les mêmes systèmes d'exploitation, ils n'ont pas les mêmes manières de fonctionner. Donc en plus d'apprendre à utiliser Word, Excel, PowerPoint en mode SaaS, qui vont changer plus souvent, il faut aussi que vous appreniez à l'utiliser à partir de plusieurs appareils différents. Donc là aussi, on va vers une accélération des besoins en formation avec ce type de changement de la société. Le quatrième point, c'est la croissance exponentielle du nombre d'applications en bureautique. Bon, bah, il y a 18 ans, hein, pour reprendre la dernière fois qu'en moyenne les personnes ont été formées à la bureautique. Vous utilisiez Word, Excel, PowerPoint. De manière personnelle, vous utilisiez un peu les balbutiements d'Internet, et puis c'était tout. À l'heure actuelle, vous utilisez de la retouche photo, vous utilisez les réseaux sociaux massivement, même plus que massivement. Les Dropbox n'existaient pas et ont fait leur apparition. Des outils de partage et Instagram, etc. existent aussi maintenant. Et donc on arrive sur vraiment une explosion du nombre d'applications que vous allez utiliser. Et c'est aussi dû à l'explosion de la bureautique en mode SaaS. Donc ça veut dire qu'on rentre, vous avez compris, hein, dans une nouvelle ère de la bureautique. Hein, on est au tout début, mais on voit déjà les signes. Et donc forcément, du point de vue de la formation, ça change énormément de choses et il faut apporter des nouvelles réponses. Donc, la bureautique, je vais réinsister un petit peu dessus. C'est un outil du quotidien, donc c'est quelque chose qui vous sert tous les jours, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'est partout dans la vie quotidienne. En ce moment, on est en train de recevoir tous nos avis d'imposition, enfin pas nos avis d'imposition, mais
Voilà, je perds mes mots. Enfin, vous allez devoir déclarer vos déclarations d'impôts, voilà, plutôt. Donc on va tous devoir déclarer et on voit bien que de plus en plus, on nous pousse à faire cette déclaration d'impôts sur Internet. Je pense que dans quelques années, il n'y aura plus du tout de papier, quasiment plus. Vous serez obligé de le faire presque par Internet. Donc il faut pouvoir s'adapter. Le paiement des amendes se fait comme ça. La réservation des billets de train se fait de la même manière, etc., etc., etc. Donc on voit bien que la bureautique est en train d'envahir tout notre quotidien, qu'on le veuille ou non. C'est vraiment quelque chose qui va changer notre manière de faire et qu'il n'est plus question de dire euh, moi je veux pas de ça. Hein. Un chiffre intéressant, c'est au niveau des recherches d'emploi. Il faut savoir que dans les recherches d'emploi à l'heure actuelle, c'est 90% des offres d'emploi qui passent par Internet. Donc clairement, la fracture numérique du point de vue de la connaissance de l'utilisation des outils bureautiques est de plus en plus prégnante. Parce que si vous voulez trouver un emploi, eh bien, il faut que vous sachiez utiliser Internet, clairement. Avec des usages, donc des outils bureautiques partout dans la vie quotidienne, mais avec des usages qui ne sont pas connectés entre eux. Alors ça, c'est une notion intéressante de la pédagogie à l'informatique, euh, qui fait qu'on n'est pas comparable, par exemple, à l'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues, c'est un apprentissage qui est pyramidal, c'est-à-dire que vous commencez, si on prend la conjugaison par exemple, vous commencez par apprendre le présent de l'indicatif. Une fois que vous maîtrisez le présent de l'indicatif, votre professeur va vous demander d'apprendre le futur, puis le passé de l'indicatif. Une fois que vous maîtrisez l'indicatif, on va voir l'impératif, puis le conditionnel, puis le subjonctif, etc., etc. Mais en fait, à chaque fois qu'on va vous faire apprendre un nouveau temps, un nouveau mode, on va vous demander en fait de vous rappeler des modes précédents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre le subjonctif si à un moment donné vous ne maîtrisez pas l'indicatif. D'accord? Et vous avez quelque chose d'assez pyramidal, comme ça, qui va se construire au fur et à mesure, et vous allez tout le temps aller chercher dans des fonctionnalités et des connaissances de base. La bureautique, c'est un petit peu différent, ce serait plus comparable à du bricolage. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous m'ont déjà entendu tenir ces propos. Dans le sens où vous devez avoir une connaissance de base. En informatique, c'est l'utilisation du clavier, de la souris. Et au-delà de cette connaissance de base, en fait, les différentes connaissances ne font pas appel les unes aux autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez savoir enlever les yeux rouges des photos de vos enfants dans Photoshop que vous allez savoir faire un tableau croisé dynamique. Et en fait, le fait de savoir faire l'un ne vous aide pas du tout à faire l'autre. C'est-à-dire qu'on a des savoirs qui sont complètement déconnectés les uns des autres. Et donc savoir utiliser Facebook ne va pas dire que vous savez utiliser Twitter. D'accord? On a une base de connaissances qui va faire que vous allez être à l'aise avec l'outil, que vous allez avoir une potentialité à aller explorer et à aller trouver de nouveaux usages et de nouvelles fonctionnalités qui est plus importante parce que vous avez une habitude de l'outil. Mais il n'empêche que dans le concret, quand on va dans des choses très très précises, les différentes connaissances ne cèdent pas l'une l'autre. Hein. Le savoir faire un compte, de savoir créer un compte dans Twitter, va pas du tout vous aider à ranger les données dans Instagram. Les deux sont complètement séparés. Donc ça veut dire qu'il va falloir que vous vous formiez tout le temps sur une multitude d'usages qui sont très déconnectés les uns des autres. Pour terminer cette phrase, les outils bureautiques sont partout dans la vie quotidienne avec des usages qui ne sont pas connectés entre eux. Et malgré tout, les utilisateurs ne perçoivent pas la formation à ces outils comme un enjeu important de formation. Ça, c'est une donnée qu'on a à travers ce qu'on fait en entreprise ou en collectivité locale sur la formation professionnelle. Euh, Il y a seulement 20%, dans le meilleur des cas, des salariés qui demandent une formation à la bureautique. D'accord. Et quand on est dans le privé, on arrive à des chiffres qui sont bien moindres. Parce qu'en fait, c'est considéré par l'environnement managérial comme étant une capacité de base, en fait. Donc le fait, dans un certain nombre de cas, de demander une formation à la bureautique
dans le cadre d'une formation professionnelle, c'est vu comme un manque de compétences. Hein. Et forcément, le salarié a peur de se voir traité d'incompétent quand il demande ce type de formation. Et dans le cas où il n'y a pas cette peur, on va dire que le management est bien fait. La bureautique est de toute façon considérée pas comme un enjeu de base de sa carrière. Et avec raison. Quand vous demandez que vous avez le droit à seulement une formation par an, vous allez demander une formation qui va vous permettre dans les outils de base de votre métier de progresser. Qui va vraiment, si vous êtes manager, vous allez prendre des cours de management, si vous êtes comptable, vous allez prendre des cours de comptabilité, etc., etc. Vous allez prendre des cours qui vont vraiment avoir un impact majeur dans le suivi de votre carrière, ce qui n'est pas le cas de la bureautique directement. Donc du coup, il y a très très peu de formation en fait à la bureautique qui est faite. Alors déjà dans les grandes entreprises, c'est compliqué. Dans les PME et les TPE, hein, qui représentent la majorité de la masse salariale à l'heure actuelle en France, c'est jamais personne ne demande de formation à la bureautique. Et donc en fait, on arrive sur des chiffres où c'était en moyenne que les personnes accédaient une fois tous les 18 ans à la formation à la bureautique, avec des chiffres dans les TPE et les PME qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moindres. Donc, le constat final, c'est est-ce qu'un besoin non exprimé, c'est-à-dire le fait de ne pas demander de formation à la bureautique, et ça je vous inviterai à réfléchir à vous les besoins qu'on vous exprime quand on vous demande des ressources pédagogiques en bibliothèque. Est-ce qu'un besoin non exprimé signifie qu'il n'y a pas de besoin? Il y a plusieurs idées là-dedans. La première idée est celle un petit peu que j'ai expliquée à travers cette phrase, c'est-à-dire cette peur, entre guillemets, d'accéder à de la formation. Et le fait que la formation à la bureautique n'est pas considérée comme étant quelque chose de central. L'autre question, c'est est-ce que j'ai pas des besoins particuliers à des moments donnés? Comme la bureautique, c'est tout un tas de compétences qui sont très déconnectées les unes des autres, en fait, il y a un phénomène qu'on appelle la micro-incompétence. Euh, la micro-incompétence, c'est quoi? C'est quelque chose que tout un chacun a déjà connu, hein. N'importe quel utilisateur d'un ordinateur s'est retrouvé dans ce cas-là. Je suis devant mon ordinateur, je suis en train d'utiliser mon logiciel, et là, ah, mince, comment est-ce que je fais pour faire ça? Je sais que dans Excel, je peux faire un tableau croisé dynamique. Le problème, c'est que je ne me souviens absolument pas comment on fait. Et donc en fait, dans votre vie professionnelle et dans votre vie de tous les jours, vous allez être confronté comme ça, en matière de bureautique, à tout un tas de micro-incompétences, de choses que vous ne savez pas gérer. Et donc du coup, il faut pouvoir vous apporter une réponse à cela. Alors, rentrons dans le vif du sujet, enfin dans vraiment ce qui était le cœur du webinaire. On va essayer d'identifier des publics cibles en bibliothèque. J'en ai trouvé 3. Personnellement, il y en a sûrement beaucoup plus. Et ce serait intéressant d'ailleurs qu'on puisse en discuter soit à travers vos questions ou vos remarques à la fin du webinaire, soit de vive voix quand on se verra à l'ABF ou par téléphone dans d'autres manifestations. J'ai donc découpé en trois grandes catégories. La première catégorie étant les retraités. Qui sont pour la plupart des bibliothèques en fait le public privilégié des formations à la bureautique, parce qu'en fait on a affaire là à une population qui a conscience de son retard en termes de bureautique, en termes de maîtrise de l'outil informatique. Hein, là on arrive dans la tranche d'âge où il reste énormément de Cro-Magnon de l'informatique. Et avec des problématiques de formation qui sont bien spécifiques à cette catégorie. Euh, Premier point, il y a beaucoup de temps pour la formation. Évidemment, hein, quelqu'un qui a décidé de vouloir se former à la bureautique, quand il est à la retraite, a priori, il peut consacrer 1, 2 heures, 3 heures de temps de formation dans sa journée. S'il l'a décidé ainsi, hein, on a du temps quand on est à la retraite, on est dans quelque chose de vraiment complètement évident.
On est aussi sur une population qui a peur de l'outil informatique, il y a une certaine frayeur, on manque d'aisance et on a peur de mal faire quand on est face à un ordinateur. D'où l'importance du suivi en présentiel. Auprès de cette population-là, toutes les animations multimédia que vous pouvez faire à l'intérieur de vos structures, ou à l'aide de PN, ou à travers d'autres structures municipales, est très important parce qu'ils ont vraiment un fort besoin d'accompagnement, d'avoir quelqu'un à côté d'eux, ne serait-ce que pour les rassurer, et vraiment les guider pas à pas. Sans parler de l'initiation et l'utilisation de la souris et du clavier, pour lequel évidemment le e-learning ne peut rien. Hein, l'auto-formation ne peut rien pour cet état de fait. Euh, Par contre, il rentre très bien en complément de présentiel. Du coup, pour cette population-là, les solutions à mettre en œuvre dans le cadre de formation sont leur mettre des outils pédagogiques, puisque comme ils ont du temps pour se former, ils ont énormément de temps, c'est vrai que tous les outils pédagogiques, évaluation, exercices, etc., sont très bienvenus de la part pour cette population-là. Cette population-là est vraiment très très demandeuse de formation longue, et donc tous les outils pédagogiques qu'on va pouvoir leur mettre en accès euh, vont être les bienvenus. D'accord. La largeur du catalogue est aussi important. Hein, comme j'ai du temps pour me former, je peux me former sur plein de choses. Et donc, bah, du coup, plus je vais avoir un catalogue de formation large, plus on va me proposer quelque chose de large, plus je vais être intéressé, parce que je vais aussi bien pouvoir apprendre à utiliser Facebook pour rester en contact avec mes enfants, que Skype, que Photoshop, parce que j'adore faire de la photo. Et donc le e-learning, dans ce cas-là, est un excellent complément du présentiel, où en fait en présentiel, l'animateur va amener un certain nombre d'usages. Vous savez qu'avec Photoshop, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Euh, alors que la solution e-learning va apporter une réponse au moment précis où la personne en a besoin et va vraiment être dans un accompagnement de l'apprenant au jour le jour. Donc premier public cible, je passe pas énormément de temps parce que c'est vraiment un public, j'ai l'impression, on me dirait si je me trompe, hein, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un public qui est relativement bien identifié et qui est de lui-même demandeur de formation. D'accord. Deuxième public cible, les étudiants. Alors, les étudiants, on arrive là dans une tranche de population qui n'est pas du tout demandeuse de formation. Euh, Tout simplement parce que ils font partie de ce qu'on appelle les digital natives. Ils sont nés avec un ordinateur entre les mains. Ils sont nés avec une tablette. Ils sont nés avec l'outil informatique. Ils ont vraiment une culture de l'appareil qui est très très importante. On a des gens qui savent aller chercher d'eux-mêmes les solutions sur Internet, qui savent d'eux-mêmes trouver des solutions, explorer, tripoter. Enfin voilà, il y a vraiment une aisance avec l'outil qui fait qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas besoin de formation. Ils sont pourtant la cible privilégiée de ce qu'on appelle les micro-incompétences. La micro-incompétence touche en plein fouet les digital natives. Et il y a un chiffre qui est vraiment très explicite. Je ne sais pas si vous savez, mais les étudiants, avant leur troisième année d'études, donc avant l'obtention de la licence, ils doivent obtenir, pour valider cette licence, ils doivent obtenir un certificat qui s'appelle le C2I, qui est un certificat en fait qui confirme et qui certifie d'un certain niveau en informatique de la part des étudiants. Ce C2I, bon, c'est des outils qui sont un petit peu rébarbatifs, hein, puisqu'en fait, ils évaluent en particulier sur Word, Excel et PowerPoint, hein, l'utilisation de la bureautique, on va dire, classique, mais qui va leur être demandée dans leur vie professionnelle de tous les jours. Bah, le taux d'obtention de ce C2I par les étudiants est de 37%. Il y a seulement 37% des étudiants en licence qui obtiennent le C2I tous les ans. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que au-delà du fait que on ait une habitude de l'outil,
En fait, le fait que les savoirs sont déconnectés les uns des autres, c'est pas parce que vous savez parfaitement utiliser votre navigateur internet, vous savez utiliser YouTube, Instagram, Facebook de manière complètement intuitive, et que vous vous appropriez ces outils-là de manière complètement intuitive, que quand vous rentrez sur des logiciels qui sont plus rébarbatifs, hein, qui sont beaucoup moins accueillants. Je vais prendre l'exemple d'Excel parce que c'est vraiment l'exemple du logiciel qui est ultra indispensable dans le milieu du travail et qui en même temps est hyper compliqué à maîtriser. Et ben, quand on parle de la maîtrise d'Excel aux étudiants, en fait, il n'y a personne. Personne ne sait utiliser correctement Excel et honnêtement, le niveau demandé par le C2I, c'est pas un niveau exceptionnel, hein. C'est savoir faire un graphique dans Excel. D'accord. Donc on n'est vraiment pas sur des choses qui sont extrêmement complexes. Euh, et on a clairement un manque de formation et dès qu'on passe au tableau croisé dynamique ou même au macro, il n'y a plus personne chez les étudiants. Et les étudiants, ils sont peu demandeurs de formation parce qu'en fait, ils sont un peu comme nous tous. C'est-à-dire qu'ils se disent digital native, ils ont l'impression de très bien maîtriser tout, mais en fait, avant qu'ils se retrouvent confrontés au milieu du travail, ben, ils sont assez peu demandeurs de ces formations. La solution, ben, on a mis en place des accompagnements à différentes certifications. Donc en fait, quand vous avez des étudiants qui passent à la bibliothèque, bah, vous pouvez leur dire que vos déclics préparent et aident à préparer différents certificats. Donc le C2I qui est particulièrement utilisé en université, le PCIe qui est l'équivalent du TOEIC, hein, le TOEIC pour l'anglais et les langues, bah, qui permet de certifier d'un certain niveau en informatique, et le TOSA qui est beaucoup utilisé dans les écoles d'ingénieurs et les écoles de commerce. Donc c'est tous les trois des certifications. Ces certifications, en fait, vos déclics peuvent y préparer à travers un certain nombre de référentiels où en fait on réarrange le site pour correspondre aux exigences de ces différentes certifications. Donc vous avez là un excellent moyen de parler euh, de, euh, de vos déclics à cette population qui n'est pas forcément demandeuse. Mais comme je vous l'ai dit, dès que vous avez un étudiant devant vous, il y a 9 chances sur 10 qu'il ait à préparer le C2I. Euh, voilà. Enfin, c'est une population qui va être très très sensible à la particularité de vos déclics que je n'ai pas représenté, parce que c'est vrai que je pars du principe que vous connaissez assez bien la solution, mais qui est de trouver une réponse rapide à une question précise. C'est la micro-incompétence. Vos déclics, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je fais assez rapide, a cette capacité d'amener une réponse rapide au moment où vous en avez besoin. Vous interrogez à l'aide de mots-clés, en tapant graphique Excel 2013 par exemple, et vous allez obtenir très rapidement en fait le module de formation qui va vous permettre de créer euh, un graphique dans Excel. D'accord. Ce sont des modules courts, ça tourne toujours autour de 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, bah, vous allez apprendre quelque chose de très précis. Donc comme on est là dans une population qui a une grosse habitude de l'outil, hein, qui utilise, je veux dire, ils vont ouvrir Excel et ils vont commencer à tripatouiller dans leur coin. On a une population qui est vraiment très intéressée par ce type de réponse, très rapide, à un besoin très précis, hein. Je suis en train d'écrire un rapport pour mon cours d'économie. On me demande de faire des analyses de chiffres. Et bah, très rapidement, je vais pouvoir, à l'aide de vos déclics, bah, trouver les différentes fonctionnalités d'Excel qui vont me permettre de résoudre mon problème et de pouvoir écrire mon rapport. Sans passer trop de temps sur la base de ma connaissance, hein, qui est l'économie. D'accord. La bureautique n'est qu'un outil. Troisième population, la population, les salariés. J'en ai pas mal parlé, mais c'est vrai que ça représente quand même une majorité de la population française. Et dans les salariés, en fait, j'aurais plutôt pu parler de population active parce qu'en fait, la population des chômeurs va être un petit peu dans ces problématiques-là. La problématique, c'est que la bureautique, donc, comme je disais tout à l'heure, n'est pas un sujet central
de la formation professionnelle, hein. Je vais d'abord me former sur des choses qui impactent directement mon métier, plutôt que sur un outil qui en fait au final n'est que transversal. Euh, Même si ça, on pourrait en rediscuter aussi, d'avoir un outil qu'on maîtrise bien permet de mieux faire son métier. Enfin bon, c'est quand même pas perçu dans les demandes de formation professionnelle comme quelque chose de central. Euh, Pourtant, l'importance de la maîtrise des outils informatiques dans la vie professionnelle est importante, hein. Mieux vous allez utiliser, je vais encore reparler d'Excel, mais parce qu'il est vraiment symptomatique de ça. Mieux je vais maîtriser Excel, plus vite je vais travailler, mieux je vais être perçu par mes directions, etc., etc., ou plus je vais me libérer de temps libre, quels que soient mes objectifs, hein, euh, pour, euh, pour me dégager du temps pour d'autres choses, etc. Euh, et on est sur une population qui a peu de temps pour se former, hein. Clairement, on a tous un travail, on a tous des choses qui nous sont demandées par notre direction. Et j'ai peu de temps à consacrer à la formation. Alors déjà sur les formations, on va dire, professionnalisantes, souvent les managers sont un peu réticents. Alors en plus, quand on est sur un outil qui est transversal, enfin là, clairement, pour dégager du temps là-dessus, c'est quasiment impossible. Du coup, on va récupérer en fait un petit peu des choses qu'on avait vues avec les étudiants, cette importance de cette capacité à se former de manière autonome sur des nouveaux logiciels. Ça, c'est important pour les chômeurs, par exemple. Je suis secrétaire, j'ai travaillé toute ma vie sur Word et sur l'environnement Microsoft. Et ben pour moi, l'importance de me former à des environnements libres type LibreOffice, OpenOffice ou Google Doc a son importance. Parce que forcément, du point de vue de l'employeur, le fait que je sache utiliser ces suites bureautiques de tous ces types, hein, même si on parle de traitement de texte à chaque fois, mais le fait de pouvoir dire que je suis aussi à l'aise sur Google Drive que sur LibreOffice, que sur Word, c'est très important, hein, parce que vraiment dans son métier, ça permet d'avoir quelque chose de très transversal et dans sa recherche d'emploi de ne pas être bloqué par ce genre de choses. Euh, la possibilité de trouver une réponse précise à une question, enfin une réponse rapide à une question précise, c'est pour pas que je perde de temps en formation. J'ai pas de temps pour me former, j'ai un vrai métier, monsieur. Je dois pouvoir trouver ma réponse facilement. Et en plus, ce temps de formation, au mieux, il doit s'intégrer à l'intérieur de mon temps de travail. Donc là aussi, vous connaissez vos déclics. Le fait de pouvoir rechercher le module de formation qui m'intéresse, de pouvoir l'afficher juste à côté de mon propre logiciel, ça va me permettre en fait d'intégrer mon temps de formation à mon temps de travail, de le faire de manière complètement transparente et en fait d'augmenter mes compétences à l'outil bureautique, tout en travaillant sur mon objectif premier, qui est mon travail. Voilà. Donc là, on a eu trois populations. D'accord. On a vu qu'il y avait des choses très différentes, que les réponses et les solutions apportées étaient très différentes. Euh, Au résumé, ce qu'on peut dire, c'est que pour qu'une formation bureautique soit efficace, il faut que je puisse me former sur les sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire que si j'ai besoin de me former sur Google Drive, j'ai pas besoin d'une formation sur Excel 2010. D'accord. Et inversement. J'ai besoin de me former sur les outils que j'utilise et qui sont sur mon ordinateur, que ce soit un ordinateur pro ou un ordinateur perso. Deuxième point, je dois pouvoir me former à mon rythme. Me former à mon rythme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai envie de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à me former, parce que je suis un retraité et que j'ai du temps pour ça, et que j'ai vraiment une curiosité pour l'outil bureautique, je dois pouvoir le faire. Si j'ai pas de temps pour me former, parce que je suis un salarié, que en fait on m'a demandé un rapport pour demain à rendre et que j'ai juste besoin de savoir faire un graphique dans Excel, eh bien je dois pouvoir ne passer que 5 minutes à cette formation. Je dois pouvoir avoir le temps de formation que je désire. Troisième point, je dois pouvoir me former quand j'en ai besoin. C'est quand j'ai besoin de faire un graphique dans Excel pour mon rapport de demain que j'ai besoin de la solution de formation. Si on m'a appris 6 mois avant à faire ces graphiques, 6 mois après, j'ai oublié. Et pour une raison simple, c'est que les savoirs en bureautique sont déconnectés les uns des autres. Je fais beaucoup de redites, mais parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se recroisent dans les différents constats qu'on fait sur la formation à la bureautique. Donc du coup, vos déclics,
va mettre en place des solutions pour respecter ces trois grands axes qui permettent de mettre vraiment l'utilisateur au centre. Et quel que soit le type d'utilisateur, hein, que vous soyez un retraité, un étudiant, un actif, Vodéclic va répondre à vos besoins particuliers au moment où vous en avez dans votre façon d'être avec la bureautique. Donc pour ce faire, on a un catalogue qui est extrêmement large, hein, on va toucher plus de 400 logiciels différents avec une cohérence pédagogique qui traverse le tout. La préparation au certificat, hein, qui permet aux étudiants justement de valider leurs connaissances et de valider leur niveau en informatique. Euh, des référentiels exclusifs et des publications time to market pour respecter l'aspect SaaS des choses, hein, donc le fait que vos logiciels changent quand l'éditeur du logiciel le demande et pas quand vous l'installez. Des services pédagogiques, hein, qui permettent d'entourer tout ça et d'avoir vraiment une formation avec des exercices, des évaluations, les plannings de formation, etc. Vous devez connaître. Je passe un petit peu rapidement là-dessus. Le troisième point, c'est le déploiement et l'intégration, très important. Je vous ai dit qu'on ferait sûrement un webinaire là-dessus dans quelques temps. L'intégration des LMS ou des portails documentaires, donc qui sont comment est-ce qu'on fait pour que votre étudiant, quand il s'est inscrit à la bibliothèque, qu'il a déjà dit ah ouais moi vos déclics effectivement ça peut m'intéresser. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il accède à la formation le plus rapidement possible sans avoir à se loguer 1 milliard de fois sur différentes plateformes, la vôtre puis la nôtre, etc. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer les notices de nos, euh, de nos comment dire, les notices de nos formations, vos déclics, comment est-ce qu'on fait pour les intégrer à la recherche unifiée de votre portail documentaire, pour que tout ça, pour que l'accès à ces formations se fasse le plus fluide, de manière la plus fluide possible pour vos utilisateurs. D'accord. On a terminé avec ce webinar qui était assez généraliste, hein, qui s'adressait aux bibliothèques, mais il croisait des informations de plein d'autres domaines. En même temps, comme les bibliothèques sont un peu au carrefour de tout ça, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, pas de questions pour le moment. J'ai dû être particulièrement clair. Ah, j'ai une question en cours de rédaction. N'hésitez pas, hein, à me poser n'importe quel type de question, même si ça n'a pas de rapport direct avec le webinar. Euh, N'hésitez pas, hein, j'y répondrai avec plaisir. Alors, j'ai une première question. Est-ce que vous pensez que l'accès doit se faire en local ou à distance? En fait, je dirais que bah, ça dépend de qui vous le demande. Le mieux, c'est les deux, mon commandant. Le mieux, c'est les deux, parce que le local, en fait, va vous permettre de mettre en place un accompagnement via des animateurs multimédia ou des personnels de bibliothèque qui peuvent être là, hein, pour aider ponctuellement. Et on va vraiment pouvoir mettre en place une personnalisation et une humanisation d'un outil e-learning qui est somme toute assez impersonnel. Ça, voilà, c'est comme ça. Euh, donc du coup, en local, vous allez pouvoir mettre en place ce suivi grâce à des animateurs. Donc là, vous allez en particulier intéresser la population des retraités, d'accord, qui va être particulièrement sensible à ce genre d'accompagnement. Mais vous devez le mettre aussi en place à distance parce que il faut pouvoir répondre à une question rapide
à une question précise de manière rapide. Il faut que quand la personne est devant son ordinateur, qu'elle est en train de travailler, qu'elle est en train de retoucher des photos, etc., quand il y a un truc qui lui échappe, quand il y a une fonctionnalité du logiciel qui lui échappe, il faut qu'elle ait sa réponse immédiatement. Et donc, il faut avoir les deux. Hein, il faut vraiment, et d'ailleurs, les dernières offres de vos déclics illimités, vous avez aussi bien des accès dans les murs que des accès hors les murs, et tout ça est en illimité. D'accord, on vous met les deux ensemble, parce que c'est important d'avoir les deux. Alors, avez-vous des exemples de mise en place dans des ECM bibliothèques? Qu'est-ce que vous appelez des ECM? Est-ce que vous pourriez préciser, Monsieur Lachaud? Ça m'aiderait, parce que là, un acronyme que je ne connais pas. Quels sont les prochains webinaires prévus? Alors, le prochain webinaire prévu, il est prévu pour fin juin. Non, fin mai, pardon, hein, puisque maintenant, on va essayer d'en faire un par mois. Et il traitera des résultats obtenus à l'enquête bibliothèque 2013. Donc cette enquête, pour rappel, on vous a interrogé, hein, et on a eu la réponse de plus de 400 bibliothèques sur les ressources numériques en bibliothèque. C'est quelque chose qu'on fait depuis 3 ans maintenant. Et donc on a les résultats, on les a traités, on est en train de les mettre en forme pour bien vous les présenter. Et le prochain webinaire traitera de ça. Donc fin juin, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Hein, on vous enverra fin mai, pardon, hein, j'ai du mal. Fin mai, il y aura ce webinaire sur l'enquête bibliothèque. Comment s'opère l'intégration des formations Vodéclic dans notre catalogue? Est-ce compliqué à mettre en place? Cela demande quelles contraintes techniques? Alors, c'est très simple à mettre en place. En fait, tout dépend du portail et du fournisseur de portail avec lequel vous êtes. On a créé ces liens avec la plupart des fournisseurs de portail, que ce soit Archimède, Decalogue, CVS. Alors, certains vont crier au scandale. Effectivement, c'est pas un portail en direct, mais nous, comme on s'intègre, la manière dont on s'intègre dedans, c'est la même chose. Donc en fait, c'est déjà créé pour la plupart des portails. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous conseille de m'appeler en direct. D'ailleurs, je vais afficher mes coordonnées à l'écran. Voilà. Vous avez mon mail et mes coordonnées directes. Et donc du coup, n'hésitez pas à m'appeler, qu'on parle vraiment précisément des détails techniques ensemble de votre situation particulière. Comment se fait la sauvegarde et suivi de formation pour l'apprenant? C'est fait complètement automatiquement par le site. C'est-à-dire que chaque apprenant a un espace qui lui est personnel, avec un identifiant et un mot de passe ou une authentification unique quand on passe par votre portail. Et donc à l'intérieur de la plateforme Vodéclic, en fait, toutes les données sont, vous sont accessibles. Alors je vais montrer un petit peu la plateforme Vodéclic, pour vous permettre de vous faire une idée. Hop. Donc là, vous devez voir mon écran. Voilà. Hop. Donc je vais vous afficher. Donc c'est un accès test, hein, c'est un accès lambda, enfin banal, qu'on s'est créé pour nous-mêmes. Voilà, et donc vous voyez que sur cette partie ici, donc là, mon nom et prénom, c'est Démo Vodéclic, d'accord? Mais il faut imaginer que vous ayez votre enfin votre nom, prénom qui s'affiche ici en tant qu'utilisateur bibliothèque, en tant qu'adhérent de la bibliothèque, et j'ai tout mon compte qui est créé avec les dernières formations que j'ai suivies ici, le planning de formation que je me suis créé au cas où, les évaluations que j'ai passées, les notes que j'ai saisies. Et d'ailleurs, vous voyez que si je ouvre mes notes, par exemple, ben, j'obtiens ici toutes les notes que j'ai saisies sur tous les modules de formation euh, que j'ai regardés. Voilà, tout simplement.
pense que ça répond à votre question. Vraiment, tout se fait de manière très transparente pour vous. C'est vos déclics qui gèrent tout ça. Ces temps de formation webinaire sont-ils validés par une attestation? Non, pas en bibliothèque. Vous n'avez pas accès à la constitution d'attestation de formation pour une raison simple, vous n'êtes pas des centres de formation. Et en fait, on rentre dans des outils de gestion qui, en discutant avec vous et avec différents bibliothécaires, et nous, dans notre réflexion, on s'est dit que ça allait surcharger les outils qu'on mettait à votre disposition pour une plus-value qui était extrêmement faible. Voilà. Ah, espace culture multimédia, d'accord, pour ECM. Donc, Monsieur Lachaud m'a précisé, c'est gentil. Avez-vous des exemples de mise en place dans des ECM bibliothèques? Vous voulez dire le fait d'avoir les deux ensemble? Alors, je les ai plus en tête là tout de suite. J'ai pas d'exemple qui me traverse l'esprit là. Je vous proposerai aussi de me rappeler ou de me contacter par mail et j'essaierai de retrouver ça et de vous donner vous donner des infos et des contacts à ce niveau-là, Monsieur Lachaud, sans problème. Alors, Madame Bonnat, est-ce au niveau des accès, les logins de la médiathèque peuvent être utilisés pour se connecter à vos déclics? Alors, est-ce qu'au niveau des accès, les logins de la médiathèque peuvent être utilisés pour se connecter à vos déclics? Non, les logins de la médiathèque, alors je pense que j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Les logins que je vous ai donnés pour la médiathèque sont uniquement des accès pour la partie administration de vos déclics, d'accord? Pas du tout pour la partie apprenant. Pour la partie apprenant, vous pouvez très bien créer un compte à partir de la partie admin directement. J'espère que je réponds correctement. Sinon, pareil, hein, vous prenez vos coordonnées, vous me passez un petit coup de fil direct et on en discute ensemble de vive voix. C'est quand même plus simple pour ce type de questions. Alors, j'ai une question de Monsieur Foukaï, Hassan Foukaï. Donc, je suis étudiant pour devenir bibliothécaire et mon université n'offre pas accès à vos déclics. Je suis néanmoins intéressé par vos déclics pour apprendre et combler mes lacunes sur les applis bureautiques, WordPress, etc. Je vais aussi préparer le C2I. Puis-je accéder au contenu correspondant sans passer par une BU ou une BM? Et à quel prix? Alors oui, directement sur www.vodéclic.com. Le prix est simple, c'est 9,90 € par mois et par utilisateur. Voilà, le paiement se fait par carte bleue et on est sur quelque chose qui ressemble à du Deezer. C'est-à-dire que vous payez, vous avez accès à la totalité des formations. Voilà. Euh, Alors, Monsieur Foucaï qui pose une autre question. Si j'ai bien compris, la fin du versionning rend l'accès Internet indispensable pour accéder à l'application. Tout à fait. Tout à fait. En fait, à terme, hein, on parle à une vision de 5 ans à 10 ans. En fait, vous aurez plus du tout de tour sur votre ordinateur, vous aurez plus du tout de disque dur. Vous aurez un clavier, une souris, un écran directement connecté à Internet. Euh, et vous jouerez comme ça, et on a déjà, enfin, vous jouerez comme ça, parce que j'étais en train de penser en même temps qu'on a les premiers jeux vidéo qui sortent en streaming complet. Donc vous n'hébergez rien du jeu vidéo, mais vous y jouez directement en fait sur Internet. Hein, et c'est comme ça que ça se passera, et c'est comme ça que ça vient, et que ça va venir.
Alors, Monsieur Lachaud qui précise sa question sur l'accès des usagers donc en ECM, en bibliothèque. La question était sur l'organisation à l'accès pour les usagers, payant, gratuit, temps d'accès limité, login, etc. Alors, chez Vodéclic, c'est très simple. Pour l'usager, c'est gratuit, d'accord? C'est la structure qui paye les accès à Vodéclic. Pour l'usager, c'est complètement transparent. Les temps d'accès sont complètement illimités. L'utilisation de la plateforme est illimitée. Vous pouvez avoir tous vos adhérents qui se connectent en même temps sans problème et ils peuvent voir, revoir, passer 24 heures sur 24 sur la plateforme si ça leur dit. Par défaut, la méthode de login est un identifiant et un mot de passe, mais on peut s'intégrer à l'intérieur de votre portail documentaire si vous en avez un. Là aussi, pour plus de détails techniques, n'hésitez pas à m'appeler directement ou m'envoyer un mail pour que moi je vous rappelle. Hop, 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 hop. Ah, pardon, j'avais pas compris la question de Madame Duboclar, que j'avais mal lu tout à l'heure. Ces temps de formation webinaire sont-ils validés par une attestation? Non, 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 pas du tout. Ils sont vraiment là à titre informatif. Et on n'a pas du tout. Alors, il faudrait que je demande si on peut vous fournir une attestation de présence ou quelque chose comme ça. Il faut que je me renseigne. Je reviendrai vers vous avec ça. Euh, Alors, Madame Mougne qui demande, vous avez parlé d'accès illimité, comment se calcule le coût de la solution? La solution Vodéclic en fait se calcule sur la taille de la population desservie. La taille, pour faire plus simple, la taille de votre ville ou de votre communauté de communes. Comme on est un accès illimité, vous l'avez bien compris, qu'on considère que tout le monde a besoin de formation à la bureautique et que vous aurez bien du mal à déterminer qui en a besoin ou qui en a pas besoin, qu'on ne veut pas vous limiter non plus dans l'utilisation, hein, parce que c'est une contrainte quand on rencontre un certain nombre de bibliothèques avec certains de nos, des gens qui font des ressources numériques comme nous, où en fait ils font payer à l'acte et où en fait les bibliothécaires se mettent à ne plus parler de la solution parce qu'ils ont peur que ça fonctionne trop bien et que ça leur coûte trop cher, ce qui est quand même dommage. On a cette solution illimitée en fait qui se base sur la taille de votre ville, tout simplement. Donc plus votre ville est grande, plus ça va être cher entre guillemets, forcément, puisque le potentiel de personnes que vous allez toucher est important. Euh, donc de la même manière, je vous suggère de revenir vers moi et on pourra discuter de votre cas précis. euh, de votre cas précis à ce moment-là. Alors oui, monsieur Foucaï, c'est exactement le principe du nuage, ce qu'on appelle le cloud en anglais ou le SaaS. Voilà, tous ces accès en SaaS, c'est exactement ça. Et en bibliothèque universitaire, c'est le nombre d'étudiants concernés. Oui, en fait, on fonctionne au niveau souvent de l'université elle-même. Et donc, c'est le nombre global d'étudiants qu'on prend en compte et c'est aussi ouvert pour tout le monde. Voilà. J'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter directement, hein. Comme je l'ai dit, vous avez mes coordonnées ici, pierre.largeteau@vodeclic.com ou par téléphone directement au 01 83 64 04 13. Et donc je vous dis rendez-vous au mois prochain. On vous enverra l'invitation la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc pour parler des ressources numériques en bibliothèque avec les derniers chiffres de notre enquête annuelle. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.